Nous sommes en 2025, il est donc temps pour une petite rétrospective, un petit bilan cinématographique de cette année 2024. 2024 a été une année riche en émotions et en surprises sur la chaîne. Encore un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et qui le resteront ou qui s'abonneront par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter cette vidéo, car en plus, j'ai une petite surprise pour vous. En effet, avec le nouveau partenaire de la chaîne, le cinéma VO de Muret, pas loin de Toulouse, grâce à qui j'ai pu voir beaucoup de films cette année et même participer à certains événements. Et donc pour fêter cette nouvelle année, on a décidé de vous offrir l'affiche du film de votre choix, sorti en 2024. Chaque année, le cinéma, 2 fois par an, organise une vente au bénéfice d'une association caritative pour leur apporter des fonds. C'est une sorte de partenariat qu'ils ont créé ensemble. Mais là, ils ont décidé de vous garder une affiche du film de votre choix, sorti en 2024. Et donc pour ça, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, ça fait vraiment très plaisir. Et surtout, commentez la vidéo en disant tout simplement quel est le ou vos films préférés de l'année. Chaque commentaire sera pris en compte comme une participation et d'ici la fin du mois, on fera un tirage au sort et le gagnant sera annoncé dans les commentaires et également sur les réseaux sociaux. Par contre, ce que je n'avais pas fait sur le précédent concours sur la vidéo 5e élément, c'est que si jamais la personne qui gagne ne me répond pas, on refera un tirage au sort. Donc voilà, si vous participez, pensez à être entre guillemets attentif, à surveiller le commentaire que vous avez posté, puisque je répondrai aussi à ce commentaire pour que vous ayez une notification. Donc voilà, surveillez, car la personne qui a gagné le concours 5e élément ne s'est toujours pas manifestée, alors que ça fait un mois presque qu'on a fait le tirage au sort. Donc je récapitule, s'abonner à la chaîne, Anakaland, commenter la vidéo avec votre film préféré ou vos films préférés de l'année, qui seront du coup un de ceux dont vous aurez l'affiche si vous remportez le concours. Donc encore merci au cinéma VO de Muret et on continue la vidéo. Et donc pour cette vidéo, plutôt que partir sur un top classique, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus original, voire naturel. Du coup je suis parti plutôt sur un award avec des catégories. Disons que j'ai à peu près classé tous les films dont je me souviens que j'ai vu cette année, en tout cas qui m'ont marqué dans différentes catégories pour faire des sortes d'awards, plutôt que, parce que je trouve très difficile malgré tout de comparer un film d'animation avec un blockbuster, de comparer un film de fantasy avec un film, un drame. Du coup j'ai préféré être un peu plus thématique que simplement faire un top. En plus je trouve ça très difficile personnellement de classer les films que j'ai préférés sur une année ou même dans ma vie selon le moment, parce qu'il y a des moments où je vais préférer regarder un film débile, il y a des moments où je préférerais regarder un film d'action bien testostéroné, il y a des moments où j'aurais envie de regarder un drame, une comédie, et selon le moment où on me demande dans l'année quel est ton film préféré, je vais peut-être pas forcément répondre la même chose. Et je trouve que c'est un peu pareil pour tout ce qui est les sorties récentes, notamment sur cette année 2024 qui a été assez riche. Il y a notamment certaines catégories que j'ai très envie d'aborder avec vous, notamment par exemple l'animation, parce que clairement, je l'ai d'ailleurs dit plusieurs fois sur certaines reviews, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur tous les films d'animation que j'ai pu voir dans l'année, mais je trouve que c'est là que j'ai quand même pris les plus grosses claques, que ce soit en termes d'écriture et de réalisation, d'honnêteté artistique. C'est vraiment un truc dont je parle quasiment à chaque fois. Je trouve qu'il y a vraiment une honnêteté qui est encore plus présente aujourd'hui, même sur les productions occidentales, sur l'animation, que sur les films live. Mais je garde l'animation pour un peu plus tard, parce que d'abord j'ai envie de commencer avec la catégorie des blockbusters décérébrés. Et pourquoi décérébrés? Parce que tout simplement c'est le genre de film où quand vous dites que ça a été écrit avec les pieds, ou qu'ils s'en fichent des spectateurs et qu'ils nous prennent pour des imbéciles, ou tout ce genre de choses qu'on peut dire moi ou d'autres personnes sur un film, et qu'on nous répond « Ah oui mais c'est normal, c'est pas un film intelligent, il faut poser son cerveau avant de rentrer dans la salle ». Ok, donc on va prendre tous les films auxquels on m'a dit il faut poser le cerveau avant d'entrer dans la salle, et ce sera la première catégorie. Donc dans cette catégorie, j'ai pas mis grand chose, mais j'ai mis Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, j'ai mis Deadpool et Wolverine, évidemment, et j'ai également mis Venom 3, qui sera un peu le représentant de ces deux collègues bouzesque, à savoir Madame Web et Kraven, que je suis même pas allé voir. Honnêtement, Madame Web, je l'ai regardé sur Canal+, parce que quand il est sorti, voilà, parce que jamais j'allais leur donner du pognon pour aller le voir au cinéma. Et Kraven, je pense que ce sera pareil, un jour où j'aurai envie de regarder justement un film un peu débile, et bien je regarderai Kraven. Vous avez déjà une idée de où je vais partir, donc clairement Venom 3, bouse de l'année, mais genre sans conteste. Et le pire, presque à ce niveau-là, ce qui m'a le plus marqué, au-delà de la nullité que peut être le film, que ce soit en termes d'écriture, d'effets spéciaux, de narration, même le jeu d'acteur, honnêtement, ils se sont pas beaucoup fatigués, alors que pourtant on n'a pas des débutants, bref. Mais surtout, ce qui m'a le plus choqué, j'ai failli en faire une vidéo juste pour parler de ça, c'est que déjà la salle était blindax. Je crois que j'ai eu la dernière place quand je suis arrivé, moi, pour l'avant-première, détente comme d'habitude, un quart d'heure avant, la salle est pleine. Ok.
étonnant et en même temps pas trop parce que c'est un film vraiment très large public, tout public. En plus ça demande pas aux gens de réfléchir donc forcément il y a des gens qui sont clients là-dessus. Mais le pire, c'est en sortant. Moi j'aime bien traîner, je vous l'ai déjà dit une fois ou deux sur certaines vidéos, j'aime bien traîner à la sortie du cinéma, devant la salle ou en sortant, et j'écoute un peu vite fait ce que disent les gens, et puis après on discute dehors, on se fait un petit débrief, un pré-débrief avant que je fasse ma review ou quoi. Et ça me permet d'avoir un peu la température de ce que les gens ils ont capté, pas capté, un peu le feeling, et je trouve ça vachement intéressant, parce qu'au moins des fois ils sont pas d'accord avec moi, ce qui est notamment le cas avec Venom 3, puisque Venom 3, quand je suis sorti de la salle, les gens ils disaient ouais, j'ai eu une phrase genre quote, vous pouvez ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, c'était ouais, mais de toute façon Venom ils sont tous trop bien. Alors on n'a pas vu les mêmes films, ou alors c'est quelqu'un qui va au cinéma 2 fois dans l'année, mais c'est pas méchant, mais les Venom sont tous trop bien, donc c'est normal que t'aies passé une super soirée banger. Ouais. Donc ouais, j'ai trouvé, ça a été un peu la claque ces derniers mois où je me suis dit en fait les gens ils sont, enfin on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas forcément tous les mêmes ressentis sur les films, ça c'est une évidence. Surtout on n'a pas la même recherche, c'est qu'en fait quand moi je me plains d'un truc qui est mal écrit, les gens ça leur plaît. Ensuite il y a eu donc Deadpool et Wolverine qui était très sympa. Ça reste du Deadpool, j'aime bien la déconnade et l'humour à la Deadpool, donc ça fonctionnait. Wolverine, évidemment, meilleur perso super-héros esque ever, donc voilà, comme tout le monde en fait, client, pigeon même j'ai envie de dire, même si pareil ça a pas été écrit, c'est pas du Shakespeare, mais c'était assez fun, j'ai bien aimé même si j'ai trouvé ça dommage parce que c'est aussi, comme je disais, c'est un peu l'enterrement définitif de l'univers de tous les univers de la Fox. J'ai trouvé ça marrant, la manière dont ils ont traité le sujet, avec le retour des personnages emblématiques, ou pas forcément, genre Elektra s'en battait un peu les steaks, mais genre Blade, de retrouver Blade qui n'a pas changé en 30 ans, il n'a pas pris une ride, donc rien que là... Mais voilà, après, c'était pas écrit extraordinairement, et ça fait toujours un peu mal d'admettre que un film de super-héros aujourd'hui, Disney, Marvel, fonctionne. Donc voilà, mais je dirais que la palme va quand même à Godzilla x Kong, parce qu'en plus là pour le coup j'ai fait une review, j'ai fait même une analyse où j'ai essayé d'aller chercher vraiment loin après un seul visionnage. Encore une fois, je vais pas voir les films 12 fois avant de vous sortir une vidéo, et clairement il y a des soucis au niveau de l'écriture. Je l'ai même revu là il y a quelques semaines quand il est sorti sur Canal. Et bon, moi je comprends pas trop les gens qui disent que c'était du vomi par les yeux, qu'ils ont pleuré du sang, que tout ça. Honnêtement, je trouve que les effets spéciaux ils sont corrects. Mais après, j'ai peut-être pas la télé 25K qu'il faut pour voir les détails ou quoi, mais dans tous les cas, visuellement ça va. Même si j'ai été frustré, comme je l'ai dit dans ma vidéo, dans ma critique, sur un peu le côté lore, tout ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu bancal, mais surtout les humains ils servent à rien. Et même après l'avoir revu, les humains ne servent à rien dans ce film. Et quand j'ai dit ça dans ma truc, c'est ouais mais non, il faut pas réfléchir comme ça, justement il faut pas réfléchir, l'histoire est bien. Il y a de la grosse bagarre avec des gros monstres, ça oui, voilà, même si encore une fois Godzilla il est relégué au rang de toutou à son même maître, comme Shimu, et genre les lézards au final c'est juste les créatures les plus puissantes, mais les gorilles sont plus intelligents, ils sont plus humains, donc c'est eux les chefs. Ça je trouve c'est dommage, mais ça j'en avais déjà parlé dans mon analyse du Monsterverse. Je trouve que le Monsterverse va trop dans cette direction, l'anthropomorphisme et compagnie, voilà. Alors que Godzilla, c'est Godzilla, c'est mon chouchou d'amour, y a aucun souci, et je suis pas le seul apparemment, parce que quand j'avais demandé mon petit sondage sur Team Godzilla ou Kong, j'ai eu plus de Godzilla que de Kong, donc déjà ça m'a rassuré. Mais donc voilà, ouais, je dirais que la palme dans cette catégorie va à ce film là, parce que malgré le fait que je suis très client des films de monstres, du Monsterverse notamment, j'ai adoré, ça je l'ai dit un milliard de fois, le Godzilla de 2014, je l'ai adoré. Du coup, oui, en plus, pareil, on a eu la série Monarch qui est sortie en fin d'année dernière, qui était vraiment super sympa. Ça nourrit encore l'univers, donc moi je suis très client, j'aime beaucoup quand c'est fait avec soin. Et là, honnêtement, je trouve ça très décevant. Donc il aura la palme de la déception, alors que Venom, il a vraiment la palme de la bouse. Voilà. Ensuite, on va partir sur une catégorie un peu plus facile, on va dire, à traiter, parce que c'est un peu moins ma cam par moment, et puis il y a vraiment eu de tout et de n'importe quoi à manger. On va partir sur l'action-aventure. Donc dans l'action-aventure, j'ai mis quoi? J'ai mis Gladiator 2, Furiosa,
Largo Winch 3, le prix de l'argent. J'ai remis Deadpool et Wolverine, mais voilà. J'ai aussi mis Axel Follet, la suite du flic de Beverly Hills 4, qui est sorti je crois sur Netflix, et que du coup je voulais noter. Et il y en a un autre qui s'appelle Arthur the King, qui est peut-être un film que vous n'avez pas vu, parce qu'il est un peu niche on va dire, il est un peu passé inaperçu, même si il est vraiment très sympa, sur Prime Video. J'en reparle juste après. Donc déjà, Furiosa, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, j'ai envie de dire oui, mais non. Je m'explique. Le truc, c'est que déjà en 2015, si je dis pas de bêtises, quand Mad Max Fury Road est sorti, le seul souvenir que j'avais en sortant de la salle, c'est j'ai mal à la tête. Vraiment, j'ai pas supporté ce film, je l'ai trouvé chiant au possible et tout ce bruit m'a été insupportable. Et du coup, là encore, quand Furiosa avait été annoncé et tout, dans ma tête, Mad Max Fury Road, c'était un film maux de tête, migraine. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal. Du coup, je l'ai revu pas longtemps avant d'aller voir Furiosa, et en vrai, ouais, la réal, elle est top. Même si l'écriture, ils se sont pas foulés, je crois que la première ligne de dialogue, elle sort à 45 minutes du film. La première vraie ligne de dialogue, hein, j'entends. Ou la première fois peut-être que Max ouvre la bouche, je sais plus. Mais bref. Et effectivement, le personnage de Furiosa est 1000 fois plus intéressant que le personnage de Max dans ce film, alors que moi, j'ai grandi avec les vieux films. Et c'est pas pour faire le puriste ou le boomer, c'est juste que mon père était un passionné de cinéma et qu'il m'a montré ces films. De même qu'il m'a montré Le Cinquième Élément quand j'étais gamin, de même qu'il m'a montré Le Seigneur des Anneaux aussi de Bakshi, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets juste là si jamais ça vous dit. Décidément je vais pas y arriver, juste là. Et donc j'ai vu les Mad Max, les vieux Mad Max, j'aime beaucoup le 2, j'aime beaucoup Mad Max 2, et c'était, oui, à l'époque c'était des chefs-d'œuvre de l'action, de l'aventure, avec un budget en carton quoi. Et c'était trop bien. Et là c'était une super réal, c'était un énorme blockbuster, mais c'est pas, on va dire que c'est pas ma cam en vrai, tout simplement. Et voilà. Et donc Furiosa, c'était sympa, mais j'ai eu vraiment du mal, notamment avec les effets spéciaux. Déjà dans les bandes annonces, ça piquait un peu, donc j'étais pas hyper enthousiaste. Et effectivement, le film, j'ai trouvé qu'il avait un peu moins de saveur, visuellement parlant, que Fury Road. Bon, au niveau du bruit, on est à peu près sur le même level. L'écriture, on est peut-être un peu mieux, j'avoue. Mais au niveau visuel, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Donc voilà, pas ouf. Ensuite, la déception, la grosse déception de l'année, j'en ai parlé du coup il y a pas longtemps, puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. J'ai même fait une vidéo juste avant, oui, pour surfer un peu sur le truc et que c'était le bon moment. Ça faisait depuis la création de la chaîne que j'avais envie de parler de ce film, mais quand j'ai su que Gladiator 2 allait être annoncé, je me suis gardé la vidéo pour ce moment-là. C'est du coup Gladiator 2. Et donc le premier film, chef-d'œuvre, on a beau dire ce qu'on veut, Ridley Scott, nanani, je sais que ces derniers mois, Ridley Scott sur la chaîne, on en a beaucoup parlé, soit en bien, soit en mal, enfin moi plutôt en bien, mais vous, ça dépendait vraiment, mais Gladiator, on peut pas dire que c'était un mauvais, enfin on peut rien dire, même en termes de prouesse technique, de budget, de gestion du budget, voilà, le premier était extraordinaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture et du rythme. J'en parle dans ma vidéo notamment à travers plusieurs interviews des auteurs, puisqu'ils étaient quand même nombreux. Toutes les réécritures au final ont été bénéfiques à ce film, contrairement à énormément de films dans lesquels qui sont des commandes de studio où la réécriture c'est l'enfer. Et bien là, pour le coup, on a eu un film vraiment, vraiment pas mal, sauf que le 2, il a beau être très sympa et tout, il a coûté 2,5 fois plus cher, presque 3 fois plus cher que le premier, et il est très en deçà, que ce soit en termes d'écriture, de jeu d'acteur, même de mise en scène. J'ai trouvé que justement Ridley Scott avait brillé énormément par ses choix de mise en scène dans le premier film, et là la suite on sent que c'est vraiment juste pour surfer sur une vieille hype et faire un peu de pognon. Apparemment ça n'a pas été un grand succès, ce qui est dommage certes pour la franchise, même si avec de la chance ils nous feront pas un 3, mais voilà, déçu, même si le film est quand même très qualitatif comparé à beaucoup d'autres boosts qu'on a pu avoir, ou même des films juste moyens qu'on a pu avoir cette année. Ensuite, Largo Winch, c'était juste pour parler un petit peu de cinéma français, on va dire, parce que j'aime bien Largo Winch, hein. J'ai les BD, je lis ça depuis, pareil, ado, je crois que j'ai lu ça au CDI, pour ceux qui ont la ref. Je sais pas si ça s'appelle encore aujourd'hui le CDI, mais voilà, j'ai lu ça au CDI, et puis j'ai kiffé, et puis après à l'époque ils avaient fait quelques films qui étaient pas mal, Thomas Sisley, qui s'en sortait plutôt bien, et là le 3, il est, voilà, moyen, plus, il est sympa. Sans plus. Et Axel Follet, pareil, du coup, le flic de Beverly Hills 4, qui j'espère sera le dernier, parce que là on voit qu'ils ont vraiment plus d'idées. Je voulais en parler parce que Axel Follet et le flic de Beverly Hills, c'est quand même une franchise pareil, avec laquelle on a grandi. Moi par exemple j'étais de la génération où on avait sur notre 3310,
on avait la sonnerie Axel Foley. Voilà, Axel Foley c'est quand même un gros pan de notre génération. Et donc voilà, j'avais envie d'en parler, même si clairement on est sur un film OSEF, voilà, mais c'était l'occasion d'en parler. Bon, Deadpool et Wolverine, j'en ai déjà parlé, donc film pas trop mal, mais voilà, c'est Marvel, c'est marvelesque. Je trouvais qu'il était un poil moins ouf que le premier. Évidemment, le premier est vraiment cool dans sa mise en scène. J'avais notamment tiqué sur le fait que dans le générique, qui est extraordinaire, je l'ai même revu plusieurs fois depuis, dès que je tombe dessus sur un short ou en vidéo, je me le mets, ça met toujours de bonne humeur. Voilà, et puis pareil, la nostalgie de la musique, mais c'est surtout que c'est la première fois où les équipes techniques n'ont plus le second degré qu'ils avaient dans les deux premiers films, où ils se traitaient de genre écrit par deux crétins dans un bureau dégueulasse, avec un acteur à l'ego surdimensionné, avec machin, enfin vous connaissez les premiers génériques où c'était très dans le second degré justement, et là non, on a juste les noms, voilà, l'humour est certes dans la mise en scène et dans la musique et tout, mais il y a plus ce second degré, et je trouve que dès le début ça pose un truc du genre, ouais maintenant on va se la jouer un peu sérieux, sauf que c'est un film complètement taré et débile, donc sinon il aurait pas été dans la catégorie d'avant. Mais bon voilà, un film sympa, mais surtout voilà, alors film complètement oubliable pour beaucoup je suis sûr, mais Arthur the King, un film très émouvant, bien écrit, simple. J'aurais presque pu le mettre plus dans la catégorie des drames, mais il est classé en aventure, donc je l'ai classé en aventure. Et vraiment une histoire très sympa sur un coureur de trek, un peu loser, qui a jamais réussi à gagner le moindre trek de sa vie, alors qu'en vrai il a une bonne équipe et tout machin, donc on a ce côté aussi montage d'équipe, presque comme dans un film d'aventure classique. Et au final c'est juste pour courir un trek en Nouvelle-Calédonie ou un pays comme ça, je me rappelle plus trop. Et sur place, au fil des épreuves et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ils font la rencontre, enfin ils sont suivis par un chien complètement déglingax, blessé, malade, et j'ai oublié de prévenir que c'était une histoire vraie, donc déjà voilà. Et c'est une magnifique histoire sur ce chien qui se lie d'amitié avec ces étrangers dans son pays qui font un trek, et voilà. Et du coup, franchement, histoire très feel good, avec un peu de suspense, enfin d'aventure, un peu de voilà. Donc honnêtement, je voulais en parler dans ces catégories parce qu'il était très sympa. Mais si je devais donner un prix en gros du film d'action-aventure sur tout ça, je le donnerais à Alien Romulus, parce que je l'ai oublié d'en parler, mais c'est aussi un film d'action-aventure. Donc voilà. Et comme ça, ce qui me permet d'enchaîner sur la catégorie suivante, qui est science-fiction et fantasy, parce qu'en fait on n'a pas eu énormément de films de fantasy je trouve cette année, et que le rare qu'on a eu, je l'ai mis en vérité dans une autre catégorie. Vous voyez déjà où je veux en venir, parce que je voulais pas spoiler mon avis avant d'y arriver. Du coup là-dedans, en vérité, on a plutôt de la science-fiction, donc on a Rebel Moon 1 et 2 qui, j'en ai parlé, c'était sympa, mais je pense qu'ils se sont tirés une énorme balle dans le pied en faisant une version courte et une version longue. Parce qu'en vrai, si on n'avait pas été spoilé de l'histoire dans la version courte, 6 mois plus tard, quand la version longue est sortie, je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus de succès, parce que personnellement, j'ai trouvé que tout ce que plus ou moins j'avais reproché aux versions courtes, à savoir l'écriture à l'arrache, un peu à la va-vite, où on saute notamment au niveau du recrutement, où les personnages n'ont aucun background, aucune caractérisation, c'est juste « Hey, tu veux venir mourir ? Allez, je viens avec vous ». Et donc voilà, clairement ils méritent le flop de l'année à ce niveau-là, parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, et que je pense que ça aurait eu un impact différent s'ils avaient sorti uniquement la version longue, même en la censurant, parce qu'en vrai, le côté non censuré, on s'en fout un peu, c'est vraiment plus au niveau de l'histoire et de la narration où ça avait vraiment de l'intérêt dans cette version longue. Mais quand on est spoilé par la version courte, et en fait on s'emmerde pendant 3 heures, enfin pendant 6 heures, parce que on connaît l'histoire, et que au final ils auraient dû presque sortir juste les clips des scènes rajoutées, comme sur un Blu-ray, un DVD, et on aurait regardé ça à part, et on se serait peut-être moins fait chier. Voilà. Ensuite j'ai mis quoi ? J'ai mis Atlas sur Netflix, qui était... Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. On a donc Alien Romulus, évidemment, dont j'ai déjà parlé, et qui, pour moi, techniquement, était une prouesse, était brillant au niveau de la technique et de l'ambiance, de tout ça. Même si, je sais, il y a beaucoup de monde qui a crié au fanservice abusif, ce qui est peut-être vrai, mais sur le moment, c'est pas ça qui m'a le plus dérangé. C'est plus quelques raccourcis vite fait scénaristiques qui étaient un peu genre, voilà. Mais j'ai trouvé, honnêtement, je sais que c'est un avis qui est très divisé, honnêtement, c'est très loin d'être les pires trucs qu'on a pu avoir ces dernières années, surtout dans des prods qui ont été justement rachetés, enfin dans des licences qui ont été rachetées par Disney. Donc honnêtement, plutôt satisfait. Moi j'ai bien kiffé. Il y a quelques trucs qui vont pas. Les fans entre guillemets hardcore de la chronologie, de la cohérence, on trouvait ça un peu bancal. On n'est clairement pas sur le film le plus bancal de la franchise, mais bon voilà. Ensuite, je l'ai mis mais je l'ai pas vu, c'est Dune 2.
Je sais, on m'en a même parlé par rapport à la série, qu'il fallait que je fasse des reviews, sauf que j'ai toujours pas vu Dune 1. Alors, je vous passe les détails, mais j'ai été traumatisé par le film des années... Je me rappelle même plus quand est-ce qu'il est sorti, 80, 80... 60... Bref, le vieux film là. On me l'a même offert quand j'étais ado en DVD. J'ai essayé de le regarder, j'ai fait des crises de tachycardie, de panique, c'était pas possible, j'ai pas pu. Ce film, je peux pas. Et du coup, j'ai même pas réussi à regarder les autres. Mais je suis en train de rattraper, c'est prévu. Je s'occupe, c'est là, c'est incessamment sous peu, je vais regarder les 2 films et peut-être même la série dans la foulée, je sais pas, mais j'ai très envie d'en parler, que ce soit, je sais pas encore si je vais aimer, pas aimer, si je vais trouver ça bof, je sais pas, mais du coup je pense qu'on va en parler parce que je sais que c'est un énorme film, tout le monde en parle et tout, mais moi ça m'est passé complètement au-dessus, et là avec le 2, clairement, je sais que je peux plus passer à côté, il faut que je le vois, soit j'aime pas, mais dans tous les cas, il faut que je le vois. Et ensuite, on a, voilà, le seul truc qui se rapproche un petit peu de tout ce qui peut être fantasy, c'est La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Et c'est à là que je vais donner mon point, parce que clairement, pareil, je sais qu'il y a des soucis au niveau de l'écriture, il y a quelques petits soucis au niveau de... Voilà, sur le global, mais le film en lui-même, je l'ai trouvé vraiment beau. Il y a une utilisation de la CG qui est certes massive, mais de qualité. Je trouve que c'est peut-être un des films les plus sympas visuellement que j'ai vu. Je me suis vraiment amusé, j'ai vraiment pris du plaisir dans la salle de cinéma. Bon, après je vous renvoie vers ma critique si jamais vous voulez avoir plus de détails, parce que pareil, ça fait un peu longtemps que j'ai vu celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de le revoir sur Canal+, il est disponible mais je l'ai pas encore revu. Mais je sais que voilà, en plus il se trouve que cette franchise a été un peu un élément pivot, un élément clé dans la construction de la chaîne, puisqu'on est passé de genre 1050 abonnés à 2000 en 2 semaines grâce aux 2 vidéos que j'ai fait sur La Planète des Singes, à savoir la trilogie sur César et le nouveau film. Donc clairement, la chaîne a bien aimé parler, en tout cas, enfin voilà, ça a fait du bien à la chaîne de parler de cette franchise que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup la première trilogie de César, c'est pour ça aussi que j'avais fait cette vidéo un peu rétrospective par le biais uniquement de l'axe de César. Et voilà, j'étais dans de bonnes conditions et j'ai bien aimé le Nouveau Royaume. Donc voilà. Ensuite, très rapidement, je vais passer sur les drames parce que en vérité, il y en a 2 dont j'ai envie de parler, ça va aller très très vite. Ir de... Voilà, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, qui reprend en fait quasiment à l'identique le casting de Forrest Gump, et honnêtement un film que j'ai trouvé énorme. On en a très peu parlé, j'ai même pas eu le temps de faire une critique non plus sur la chaîne, pas convaincu que ça aurait beaucoup marché, j'avoue, mais dites-moi justement si vous l'avez vu, si ça vous a plu ou quoi, mais j'ai trouvé, bon déjà la nostalgie de revoir tous les personnages, enfin c'est pas les mêmes personnages, c'est juste les mêmes acteurs, j'ai trouvé ça vraiment Madeleine de Proust un peu, vraiment, voilà, parce que Forrest Gump c'est quand même pareil, un film un peu fondateur pour les gens de ma génération et même possiblement plus jeunes, parce que ça reste un film cultissime. Sans vous donner d'indices, vous pouvez peut-être voir où je veux en venir. Et donc c'était vraiment cool, à la fois drôle, émouvant, touchant. Donc voilà, un film vraiment que j'ai beaucoup apprécié. En plus, le fait de savoir que j'aurais pas le temps de faire de review, de critique, de vidéos dessus, étonnamment, je l'ai pris vraiment à la cool, parce que je savais que j'allais juste passer un bon moment et que j'avais besoin de travailler. Donc j'avoue que c'était plutôt cool. Ce qui m'arrive quand même moins souvent, c'est un peu le mauvais côté de faire ce genre de choses sur YouTube ou peu importe, c'est que on n'est plus jamais dans juste le plaisir, le spectateur, on est quand même toujours un petit peu dans la réflexion. Et le deuxième, c'est pareil, un film que j'attendais pas du tout, que quand je l'ai vu, la bande-annonce et tout, je me suis dit ah ça a l'air cool, mais voilà. Après c'est A24, donc c'est un studio que j'apprécie autant que je peux détester. Il y a quelques films que j'ai pas du tout aimé, d'autres que j'ai vraiment très apprécié. Et donc là c'était Civil War, que j'ai trouvé très intéressant dans sa construction, étonnant même parce qu'il nous amène pas du tout là où on pense qu'il va nous amener. Je l'ai trouvé honnête en fait dans sa réalisation, dans son propos, pareil également très actuel dans sa construction. En plus là on était quelques mois avant les élections américaines qui font beaucoup débat, hein, je vous apprends rien, enfin qui ont fait beaucoup de débat parce que maintenant c'est plié. Donc voilà, j'ai trouvé que vraiment le film se positionnait dans le bon contexte, avec le bon impact, sans en faire trop. Ça m'a permis surtout notamment de redécouvrir Cailee Spaeny, qui juste après pareil on l'a vu dans Alien Romulus, donc c'était aussi un petit fil rouge sur l'année. Donc vraiment ouais, Civil War et Ir, 2 films donc classés comme drame.
même si ça n'a rien à voir, hein. L'un c'est plutôt un drame d'action militaire, la guerre, tout ça, et l'autre c'est vraiment un drame familial, presque une comédie familiale, donc vraiment deux univers totalement différents, mais deux petites pépites de l'année que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite je passe à une catégorie qui va me faire beaucoup rire, c'est la catégorie des films de plateforme, parce que clairement je savais pas où les mettre, parce que si je les mettais avec les autres, j'allais en parler pendant un quart d'heure, alors que c'est nul, pour la plupart en tout cas. Donc voilà, j'ai juste mis effectivement Rebel Moon dans la SF, parce que c'était quand même une grosse sortie SF de cette année, mais effectivement il est toujours là, donc je répète pas, déception. Intéressant, avec plein de bonnes idées, un budget high level pour Netflix et tout, donc prise de risque, mais un peu foiré, donc tant pis pour eux. Ensuite, alors très rapidement, La Demoiselle et le Dragon, pareil. Ouais, ça aurait pu être le film de fantasy à mettre dans la section fantasy, mais non, en fait, non. Voilà, même si Millie, elle est cool, voilà, on la voit partout, donc maintenant on commence à avoir un peu l'overdose, et puis en plus le film était mauvais, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Red One, sorti il y a pas longtemps là pour Noël, le blockbuster de Noël de Prime Video, avec évidemment Monsieur Dwayne The Rock Johnson, qui est toujours là dans les bons délires, hein. Sauf qu'en vrai, pareil, le casting, ok, il est fun, mais l'histoire, elle raconte rien, et donc voilà, honnêtement, pourquoi lâcher 250 millions, le budget de Gladiator 2, pour faire ça? Un film de Noël en carton. Après, ça change, certes. Oui, c'était un peu différent, un film d'action. En même temps, il y avait Dwayne Johnson, hein, donc ça pouvait pas être un film gentillet. En plus, Dwayne Johnson, c'est le gentil de l'histoire, le bon gars, comme toujours. Mais là, j'ai presque envie, ça fait un moment que ça me tâte de presque lui consacrer une vidéo, parce que je trouve que sa démarche est à la fois très intelligente, mais insupportable en termes de fans de cinéma. Et ensuite, Uglies aussi, qui était clairement la goutte d'eau cette année, qui nous a prouvé que le film pour ados, c'était fini. Ou en tout cas, quand ils sont écrits avec les pieds, c'est fini. Surtout que là, ce film n'a aucun sens, aucun intérêt. À la base, ça part du truc, je crois même que c'est ce que j'ai mis sur la miniature, hein, oui, c'est ce que j'ai mis, body négatif, parce qu'en fait, on part sur une idée qui clairement va faire l'apologie du body positive, de accepte-toi tel que tu es, tu n'as pas besoin de changer, de correspondre à un standard de beauté pour être heureux et vivre avec tes amis et ta famille. Eh ben non, le film, le premier, puisqu'il va y avoir des suites, hein, c'est une adaptation de bouquin, je suis sûr que le bouquin est très sympa, mais le film est vraiment catastrophe. Et donc ça finit, la meuf, elle a le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'en gros, elle se fait choper, elle va devenir belle, mais c'est quand même une rebelle. Et du coup, elle va garder son cerveau de fille pas belle, parce que faut pas oublier qu'il y a que les gens pas beaux qui sont intelligents. C'est pour ça que je ressemble à ça. Mais par contre, les gens beaux, eux, ils sont lobotomisés. Ok, sauf que elle va avoir les deux. Donc en fait, elle a le beurre et l'argent du beurre. Donc, en vrai, le body positive, tout ça, on s'en on s'en fout, puisque elle va tout avoir. Donc la morale, complètement à côté, complètement foirée. En plus, j'ai cru comprendre que c'était des stats vraiment pas ouf, qu'ils ont pas fait de super chiffres et tout, donc je suis pas convaincu qu'il y ait une suite. Donc on verra bien. Et ensuite, on a aussi typé science-fiction, je crois que c'était sur Prime, c'est Longue Distance que j'ai trouvé mauvais. Genre Atlas bis en un peu mieux, un peu plus fun, mais mauvais, voilà. Pas envie d'en dire plus en fait, ça me saoule. Mais par contre, petite révélation entre guillemets à laquelle je m'attendais pas du tout. Pareil, j'ai regardé ça en mode vas-y, j'ai pas envie de réfléchir, je vais me mettre un petit film sans intérêt pour 1h30 là. Et en fait, il était pas dégueu. C'est Carrion sur Netflix, qui en fait j'ai un peu vu ça comme un Die Hard actuel en fait. Le cast est plutôt cool, l'histoire se tient, même s'il y a 2-3 trucs on se dit mais pourquoi t'as pas dès le début fait ça et ce serait terminé. Mais bon bref, après c'est aussi le film, hein, sinon il dure un quart d'heure, c'est un court métrage. Mais j'ai trouvé ça sympa. Du coup en termes de film de plateforme, je dirais que c'était le moins pire de l'année. Ou en tout cas on peut dire le meilleur. Ah non, et non, j'ai oublié la pépite de l'année sur les films de plateforme, qui est donc un film Netflix, film français, qui en plus lui aussi est tombé pile poil au bon moment, à savoir Sous la Seine, qui est quand même considéré aux États-Unis notamment comme le film de requin ultime, l'héritier spirituel de Les Dents de la Mer. Alors que, comment vous dire
Enfin, vous l'avez probablement vu, il a pas trop mal marché apparemment, surtout qu'en plus avec l'histoire des Jeux Olympiques et tout, enfin, c'était parfait. On avait presque envie de voir Anne Hidalgo dans la scène en train de se faire bouffer par un requin. J'ai trouvé ça parfait. Et en vrai, bon, il est mauvais, hein, ça on va pas se l'enlever, même si le dernier quart d'heure, allez, les dernières 20-25 minutes du film, c'est clairement ceux qu'on attendait en fait. Je suis pas le seul à le dire, je crois que j'ai vu 2-3 critiques qui disaient qu'en gros, voilà, la fin était cool, mais que tout le reste c'était du remplissage, ce qui est le cas. Et le pire en fait, c'est que le film est mauvais, mais je suis convaincu qu'ils ont la matière pour faire une suite. Parce que là, avec comment ça s'est terminé, il y a moyen de bien rigoler. Mais si on part vraiment dans le côté série Z, vraiment, voilà, décérébré pour le coup, vraiment, et qu'on assume le truc, ce qui justement se passe à la fin du film, mais qui, dans le début, il voulait faire une construction avec un peu de genre l'écologie, la meuf aux cheveux violets, tout ci, tout ça. Donc voilà, c'était pas forcément parfait au niveau de l'écriture et tout, mais le final était vraiment, vraiment rigolo. Et donc voilà. Et maintenant, allez, si vite fait, je parle vite fait film d'horreur aussi, parce que j'en ai parlé quand même de quelques-uns sur la chaîne cette année. J'ai notamment parlé de Trap, qui est un film d'horreur, hein, entre guillemets, et de Smile 2, qui étaient tous les deux... En vrai, je peux pas les mettre dans les mêmes paniers. Trap était une déception absolue, extrême, vraiment. M. Night Shyamalan, effectivement, hein, je crois que je l'ai même dit dans ma critique, mais à chaque fois il nous fait le coup. Un coup il nous fait un film qui est un banger, et un coup il nous fait un truc passable. Et ça c'est hyper frustrant, c'est qu'en fait on sait jamais sur quoi il va nous amener. En plus il a menti entre guillemets sur la marchandise, puisque c'était vendu comme un huis clos gigantesque, hein, dans le stade, enfin dans la salle de concert, alors que pas du tout. Clairement sa fille, en fait il a fait ce film juste pour elle, pour lui créer de la fame, et enfin de la célébrité et tout, et donc ça j'ai trouvé ça amené avec des sabots, des gros sabots, et c'était nul, et puis c'était mal fait, et en plus que ce soit volontaire ou pas, ça correspondait complètement avec ce qu'on peut reprocher aujourd'hui au cinéma, à savoir créer des personnages ou des héros, héroïnes notamment, qui en fait sont écrits... par des élèves de CM2, mais ils sont méga forts, méga badass, et c'est sur eux que se cristallise toute l'intrigue et tout, alors qu'en vrai, on s'en fout. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était le tueur en train de faire des dingueries, et puis s'en sortir, et puis y arriver, quoi. Et on s'en foutait de l'avoir lui voler son téléphone, et tu lui pètes la tête. Genre, c'est bon, la meuf, elle t'a cramé que t'étais un tueur, d'où tu vas juste taper à la porte. Enfin bref, il m'a saoulé, ce film. Voilà. Il y a 2-3 moments qui étaient assez intenses, en termes d'émotion, en termes de... On se sent pris, et je pense que notamment peut-être plus les femmes, les filles, que les hommes, quand notamment avec la conversation avec donc machin là, le boucher et sa femme, puisqu'il y a quand même ce côté oppressant, vraiment masculinité toxique, qui là du coup est concret, est présent, est réel, sauf que genre pareil, elle a réussi à mindfucker le truc en trouvant c'est tranquillisant et tout, enfin, bref. Ce film m'a saoulé, vous avez compris, et ensuite il y a eu 2 surprises. The Substance et Hérétique. Hérétique, honnêtement, je l'ai trouvé très sympa, pas parfait, loin de là, parce qu'en fait, j'ai trouvé que la thématique, la façon dont il l'aborde était très intéressante dans les 2 premiers tiers du film, vraiment très sympa, et puis la chute... J'ai trouvé ça vraiment décevant. D'expliquer le pourquoi, je vous spoilerai pas parce que je sais que c'est un film qui a pas non plus fait des chiffres monstrueux, donc vous l'avez probablement pas tous vu. Mais en gros, le finish, l'explication en fait, elle est un peu foireuse. On aurait dit presque un film moyen de M. Night Shyamalan. Genre, moi j'ai bien aimé Le Village, mais c'était le genre de chute à Le Village. Genre, eh ben en fait non. On te build un truc pendant 1h30, enfin allez, 1h15, et puis sur les 30 dernières minutes, on te dit que en fait, non. Enfin, j'ai trouvé ça décevant en fait, alors qu'il y avait tellement de trucs. Et pareil, je l'ai vu en VF, mais j'ai aussi regardé des extraits en VO. Et clairement, je l'ai senti en fait, en voyant le film, je l'ai senti, j'ai dit, il doit être 1000 fois mieux en VO. Et c'est le cas en fait. Il est dingue en VO, il est habité par son rôle, on y croit vraiment. Alors que la VF, malheureusement, c'est rarement le cas, on a de très très bonnes VF en général, mais là, on sent que l'émotion, l'intensité du jeu, elle est pas là. Donc c'est pas que la faute du comédien de doublage, ça évidemment. Il y a aussi la barrière de la langue, et puis les mimiques, les expressions et tout. Et clairement, si vous l'avez pas encore vu, un film à voir en VO. Vous allez kiffer, je pense que voilà, ne serait-ce que le jeu, après comme je vous ai dit, la chute est un peu décevante. Et ensuite il y a The Substance, que j'ai pas fait de critique non plus, donc je vais pas m'étaler 1000 ans dessus, mais thématique hyper intéressante, body horror, oui, mais en vrai ça passe. On sait pourquoi on est là, et puis vraiment cool quoi, enfin un peu ça change quoi, c'est voilà, on est toujours dans les thématiques actuelles, hein, la beauté, le machin, le body positif, tout ça, sauf qu'en vrai le sujet il est contorsionné, il est détourné, il est
trituré pour en faire un truc vraiment pas mal. Et en plus il y a eu la petite promo entre guillemets involontaire qui a donné un petit coup de boost en plus au film et tout, donc vraiment pas mal pour ce qui est au niveau de l'horreur. Et donc ça y est, on en arrive. Ah non, allez, petit suspense encore. J'ai fait une catégorie exprès pour ça parce que je savais pas quoi en faire à part les mettre en flop ultime de l'année. Du coup j'ai fait une catégorie des pires remakes de cette année 2024. Il y en a que 2 parce que clairement ces deux-là sortent du lot mais d'une manière complètement hallucinante et folle, à savoir The Crow en premier. Je commence par un film que peut-être au moins vous en avez entendu parler même si vous ne l'avez pas vu, et si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas le voir. Donc remake avec un budget sympa d'un film qui était quand même un pilier de ce, on va dire pour les gens qui sont clients de ce genre de film fantastique de l'époque, énorme, avec pareil un acteur devenu une légende aujourd'hui, enfin bref, une IP de très très bonne qualité, de très très bonne facture à l'époque, qui a été remakée. Voilà, je peux même pas en dire plus tellement c'était affligeant. Ouais, je crois que c'est le mot, affligeant. C'était mauvais, c'était nul. Même la musique, elle est sympa sans plus, alors que là, clairement, on aurait pu envoyer du pâté au niveau des choix d'artistes, des choix artistiques et tout. Enfin bref, les effets spéciaux se tiennent à peine, je trouve, et l'histoire sans intérêt, quoi. C'est de la redite, mais en 1000 fois moins bien. Et vous verrez, je vais avoir le même argument pour un autre film juste un peu plus tard. Et donc le deuxième pire remake, mais là c'est un film qui est peut-être un peu niche, qui est vraiment pour les cinéphiles, même si je suis pas hyper fan, ça clive, parce que dans les cinéphiles il y a tout et n'importe quoi. Et moi-même je suis pas un expert cinéphile, je suis juste un enthousiaste. C'est le film Emmanuel. Alors là, on va pouvoir rien dire parce que je vais me prendre un dollar jaune, voire rouge, et j'en ai déjà eu pas mal avec les dernières thématiques que j'ai étudiées, notamment pour la saga Alien. Mais bon, donc le film Emmanuel, qui est un film... pareil, lui, je pourrais presque en faire un cultissime si j'avais envie de perdre ma chaîne. C'est un monument du cinéma et du cinéma pour adultes. Mais là, ils nous ont fait un remake qui n'a, pareil, aucun intérêt. À quoi bon? Pourquoi? Non, en fait. Juste stop. Oui, ok, l'image elle est plus jolie parce qu'on est en 2024, mais non, parce qu'on est en 2024 et qu'en 2024 on peut plus faire les films comme on faisait avant. On peut plus montrer ce qu'on montrait comme on le montrait, surtout de la manière dont on le montrait, et on peut plus aborder les sujets de la même manière qu'on les abordait à l'époque. Donc pourquoi faire un remake? Ils auraient juste dû faire, pas Emmanuel, mais genre Gabriel, Samantha, Juliette, n'importe quoi qu'ils voulaient, juste ils changeaient le nom, ils changeaient le film, ils faisaient leur film, et puis ils seraient pas dans la catégorie des pires remakes. Donc c'est un peu tant pis pour eux. Et donc on en arrive enfin à la catégorie sur laquelle j'avais vraiment envie de prendre mon temps, parce que c'est vraiment, j'ai eu autant des bonnes et des très très mauvaises surprises là-dessus, c'est l'animation. Alors déjà, mea culpa, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller voir Vaiana 2, et je suis pas sûr que j'aurai le temps d'aller le voir au cinéma. Mais en même temps, c'était pas forcément le film d'animation dont j'avais vraiment le plus envie de parler. Vous savez quoi, on va commencer par les déceptions. On va commencer par la guerre des Rohirrim, qui était clairement... pareil, j'arrête pas de dire clairement, mais je trouve que c'est très clivant cette année. C'est soit des films qui sont ok+, soit des films qui sont vraiment très très mauvais. Et là, la guerre des Rohirrim, vous pouvez aller voir pareil ma critique, mais... voilà quoi. Et qu'on soit fan du Seigneur des Anneaux ou pas, je comprends pas. Enfin, c'est que même juste... sur le plan technique, c'est ce sur quoi je me suis presque le plus attardé dans ma review, parce que ça fait mal aux yeux, c'est vraiment mauvais. C'est dans l'animation japonaise, on a des génies, on a des studios qui font des trucs de dingue, et là, en plus, je suis même pas sûr que ce soit mauvais techniquement pour un truc d'animation japonais, mais c'est juste que pour un film Seigneur des Anneaux, un film avec un tel budget et un film qui veut raconter ce qu'il raconte, ça marche pas. L'animation elle est de trop mauvaise qualité. On est plus sur un niveau série comme on avait avant Fleuve, où en gros il fallait sortir un épisode par semaine, quitte à faire des trucs vraiment dégueulasses, mais il fallait que ça sorte. Et alors que là, putain, on a eu un film qui a coûté, pas trouvé le budget exact, mais qui a coûté très cher, qui avait quand même un réalisateur qui est pas un débutant, qui connaît son taf, produit par Peter Jackson. Alors pareil, là encore, à quel niveau il était impliqué en termes de DA notamment, tout ça, on voit qu'il y a clairement une inspiration de son travail qu'il avait fait sur la trilogie d'avant, mais c'est nul, on s'ennuie. Et puis même au niveau de l'histoire, on est en 2024.
Voilà, on a une princesse qui a des plus grosses balls que moi. Donc au bout d'un moment, et je dis pas que les miennes elles sont grosses, hein, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Et surtout que là, on a du texte. C'est pas comme au pire dans le... les anneaux de pouvoir là, où ils peuvent nous dire oui on sait pas trop, on a que 4 lignes pour écrire 12 saisons. Là on a des infos, on sait plus ou moins ce qui s'est passé, et à aucun moment on nous parle de cette meuf. Les Rohirrim, on sait plus ou moins ce qui s'est passé, on connaît l'histoire du Seigneur des Anneaux, en plus là c'est pas comme... c'est pas genre le deuxième âge, c'est dans le troisième âge, c'est quelques centaines d'années à peine avant le Seigneur des Anneaux, donc c'est beaucoup plus récent, dans les bouquins il y a des infos, on sait que... Enfin voilà, on en aurait entendu parler de cette meuf si elle avait fait des trucs de ouf, surtout qu'ils y sont au gouffre de Helm, donc on en parle du roi Helm, mais on parle pas de sa fille, enfin en tout cas pas comme ça, donc voilà. Bref, ensuite, donc là on n'est plus du tout sur de la déception, on est, enfin c'est déception mais pas dans le même sens, c'est Mufasa. Alors juste pour remettre vite fait dans le contexte, j'aime beaucoup le Roi Lion, hein, comme tous les gens de mon âge et même plus jeunes, voire même plus vieux. J'aime beaucoup le Roi Lion de 94. Évidemment, c'est dans mon top 3 des films Disney, des dessins animés avec lesquels on a grandi, donc ça, il n'y a pas de souci. Le remake de 2019, je l'ai trouvé à la fois sans intérêt et mauvais. En fait, je trouve qu'il est plus long, donc son rythme est moins bien. Les ajouts sont pas utile, à part celui des poils de Simba qui m'a marqué parce que on comprend pourquoi Rafiki il réussit à 100 km à retrouver l'odeur de on a ce petit machin, voilà, petit détail minuscule qui sert à rien. Les voix ont changé, pareil en parlant des voix, je trouve ça insupportable de faire du star machin, je sais plus comment on appelle ça, quand on prend des acteurs ou des personnalités connues pour doubler des personnages, surtout dans un cas comme celui-ci, Timon et Pumba, c'est Timon et Pumba, on a grandi avec, on les connaît, et quand on prend des voix aussi identifiables que Jamel Debbouze et Alban Ivanov, ça fait mal. Parce que c'est pas les personnages qu'on connaît, et c'est difficile de pas voir Jamel et Alban et de voir Timon et Pumba, donc c'est compliqué. Et donc du coup, j'en arrive à Mufasa, qui je l'ai trouvé un peu plus joli, légèrement mieux fabriqué, réalisé, mais pas dans le terme de réalisation, mais dans le terme de création. Et pareil, je l'ai mis dans la catégorie animation parce que j'en ai un peu marre d'entendre toujours parler de live action. Ce n'est pas un live action, c'est un film d'animation avec un rendu réaliste. Et c'est hyper insultant de dire ça envers les animateurs, envers tous les gens qui ont bossé là-dessus. C'est pas juste des gars avec des caméras qui ont filmé, c'est des mecs qui ont passé leur vie sur un PC pour animer des animaux de façon réaliste. Enfin, ouais, les animer de façon réaliste et après créer un rendu réaliste, photoréaliste. Donc je trouve ça scandaleux d'appeler ça un film live action. Donc non, c'est un film d'animation au rendu réaliste, Mufasa. Et donc oui, c'était clairement pas l'histoire à laquelle on s'attendait, il y a beaucoup de facilité, c'est un film pour les enfants autant que les adultes, nostalgique du Roi Lion, mais surtout, je comprends pas la haine, entre guillemets, qui s'est pris, parce que juste rendez-vous compte que c'est la première fois que Disney ne fait pas un remake à la con. Ils font une histoire originale. Et rien que pour ça, ils méritaient d'avoir notre soutien. Parce que là, en gros, on est en train de dire à Disney, arrête les suites, arrête les histoires originales, fais des remakes. Voilà. Fais des remakes, sans saveur, sans ajout, sans intérêt, donc vraiment remake des années 2020, voilà, on n'est plus sur les remakes qu'on a pu avoir, j'en sais rien, moi j'aimais beaucoup les 101 Dalmatiens à l'époque, c'était drôle, c'était une réinterprétation de l'histoire qui ne trahissait pas l'univers et qui était sympatoche, c'était un beau film à regarder justement à Noël ou quoi, c'était un bon film sympa. Et là aujourd'hui on est sur du remake copier-coller tout pareil. Donc je comprends notamment la démarche derrière de vouloir garder ces IP en termes de droits, de renouveler pour que justement ça leur appartienne toujours, nanani, nanana, de conserver aussi la fanbase des gens qui ont aimé il y a 10 ans, 20 ans. Mais bon, quand on nous fait un remake live d'un film qui est sorti il y a 3 ans ou 2 ans, quel est l'intérêt ? À part pour choper les 4 spectateurs qui n'ont pas vu le dessin animé parce que c'était un dessin animé, mais qui du coup viendront voir le live action parce que c'est un live action. Aucun intérêt, surtout qu'on est quand même maintenant sur une industrie de l'animation qui est plus du tout réservée aux enfants. Donc honnêtement, voilà, ils font plein de remakes sans intérêt, et là, enfin, on nous offre une histoire originale, parce que c'est même pas un truc qu'on raconte vite fait dans Roi Lion 2 ou dans machin ou dans truc, hein. C'est vraiment juste une histoire originale, qui est certes pas folle, mais elle est originale, donc rien que pour ça, Disney méritait le prix que j'ai mis pour les 2 billets pour aller le voir, parce que clairement, voilà,
C'est une histoire originale. Et que Disney, l'originalité aujourd'hui, il ne sait plus ce que c'est. Que ce soit même dans ses séries, dans ses films et tout, on est toujours sur les mêmes machins, des redites de trucs. On l'a vu avec Star Wars, on nous refait la même chose en moins bien, avec avec tout en fait. Gladiator 2 qui aujourd'hui appartient à Disney, qui est la même chose en beaucoup moins bien, Alien qui est la même chose en moins bien, enfin bref, voilà. Donc Disney, pour une fois, a fait un truc pas immonde, et je trouve qu'il n'a pas le petit quelque chose, enfin voilà, qui mérite en fait. Donc voilà. Ensuite, très rapidement, on Vice Versa 2 que j'ai trouvé ouf aussi cet été. Pareil, j'ai pas fait de critique et donc j'ai pu vraiment juste kiffer. J'ai trouvé vraiment bien cette franchise. Vraiment, je me pose beaucoup de questions. Parce que vous avez pu le comprendre, ceux qui connaissent déjà la chaîne. J'aime beaucoup, je suis passionné de tout ce qui peut être la psychologie, tous les tenants et les aboutissants de l'esprit humain et pas que. Et Vice Versa, je trouvais très sympa. Et le 2 amène encore plus loin certaines thématiques. Et je me suis même demandé en sortant de la salle, est-ce que les gamins ils comprennent en fait? Ou est-ce que c'est juste des idées qu'on pose comme ça, ils les captent sans forcément les intégrer, les comprendre, et que plus tard, en grandissant, ça va faire des petits déclics ou tilter, et que quand peut-être ils auront envie de le revoir, quand ils auront 14-15 ans, ils vont se dire « Ah ouais, mais en fait j'avais... » Oui, voilà, j'avais compris ça, mais enfin, je l'avais intégré, mais sans le comprendre, et maintenant, ben, je le comprends, et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai vécu ce truc-là. Ben, je le trouve vraiment très intéressant. Encore une fois, je trouve que c'est des thématiques qui sont toujours utiles à aborder, surtout quand elles sont bien abordées, parce que ça donne des clés aux gens qui, dans tous les cas, leur feront pas de mal. Ensuite, très rapidement, avant d'arriver à mon top film de l'année, qui clairement, et même au niveau global, je pense que c'est le film que j'ai le plus apprécié cette année. Dernier petit film, c'est Flow. Alors pareil, un film très... je vous le mets là. Voilà, un film très niche, je pense. Il n'a pas fait énormément de vues, mais en même temps, c'est un film à très petit budget. Il a coûté 7 millions ou peut-être 8. Qui est un film donc écrit par un étranger, mais produit par un studio français. Donc rien que là, pareil, Cocorico, c'est trop bien. Et surtout, avec un vrai parti pris, avec une DA unique. Elle n'est pas parfaite, mais elle est unique. L'animation de l'eau, tout simplement, c'est un truc, j'en ai déjà parlé sur plusieurs films d'animation, mais l'animation de l'eau, c'est vraiment un truc compliqué, et là, ils ont géré de ouf. Et surtout, c'est un film qui dure, je crois, 1h30 à peu près, avec un chat, un film muet, où on a juste 3 miaulements, 2 aboiements et tout, et en vérité, on est emporté. C'est presque au-delà d'un film, c'est une expérience, c'est un voyage. Et juste techniquement, c'est une prouesse, c'est français, donc allez voir Flow. Franchement, s'il y a un film à acheter pour faire un beau cadeau, c'est celui-là. Ou celui qui arrive juste après, à savoir Le Robot Sauvage. Dernière production de DreamWorks, donc studio qui n'a plus besoin d'être présenté, hein, légende de l'animation. Un film qui a coûté beaucoup moins cher que leurs précédentes productions. Par exemple, Le Chapeauté 2 qui avait coûté 180 millions, il me semble, ou 170, je sais plus, mais bref, beaucoup pour un film d'animation, mais qui était parfait. Honnêtement parfait, que ce soit dans son écriture ou dans sa réalisation. Le Chapeauté 2, c'était un banger. Mais là, Le Robot Sauvage, je l'ai trouvé vraiment cool. J'en ai reparlé même depuis à des gens qui l'ont vu, qui m'ont dit ouais, mais l'histoire, on s'ennuie un peu. J'ai trouvé que pas du tout, honnêtement. J'ai trouvé que toutes les thématiques s'enchaînaient très bien. On a des moments où on a envie de couler notre petite larme parce que c'est tout mignon. Il y a des moments où c'est un peu épique. Voilà, il y a des trucs certes qui sont pas encore bien compréhensibles, mais il faut pas oublier que c'est un film qui est en plusieurs morceaux. Il y a plusieurs bouquins qui vont être adaptés. Il y a la suite qui a déjà été confirmée, donc ça c'est cool. J'ai trouvé ça vraiment une très belle histoire. Et puis encore une fois, sur le plan technique, je trouve qu'il n'y a rien à redire en fait. Le mélange entre les décors pastels, le rendu des personnages, qui est un mix pareil entre du pastel et de la 3D on va dire classique, l'animation des personnages, même les émotions. On a un robot qui éprouve plus d'émotions que machin et truc et bidule dans la guerre des Rohirrim. Alors que c'est de l'animation japonaise. Normalement, l'émotion dans l'animation japonaise, c'est le cœur du truc. On a des personnages qui bougent pas beaucoup, mais quand ils ont une émotion, c'est genre... Et là, non, c'était nul. Alors que le robot sauvage, c'est une boule avec 2 yeux, et on ressent tout, les émotions, que ce soit en VO ou même en VF, les doublages sont excellents. Honnêtement, je l'ai trouvé ouf, ce film, je l'ai trouvé ouf. Et c'est peut-être un des seuls films de l'année où quand je suis sorti, j'ai kiffé quoi. Il n'y a pas de truc à réfléchir, il n'y a pas de... Du coup, peut-être que je comprends effectivement le côté poser son cerveau, mais que pour moi, ça veut pas dire la même chose. C'est pas poser son cerveau, c'est plus apaiser mon cerveau. Genre, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de truc hors film. C'est juste, on prend l'histoire telle qu'elle est. Le film est beau, on en prend plein les yeux, et voilà.
Et donc j'ai kiffé, et je pense que clairement si je devais retenir un film vraiment qui entre guillemets a que des bons points et pas de mauvais points, et ben ce serait celui-là, parce que tous les autres il y a forcément un truc négatif à dire dessus, sauf peut-être, je sais pas, Dune 2 peut-être que c'est le chef-d'œuvre absolu, mais comme je l'ai pas encore vu, vous me direz au pire dans les commentaires. En gros, c'est un petit, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Après j'ai pas parlé de cinéma français, mais honnêtement, c'est pas pour être méchant, hein. Il y a eu des bons films, hein. Mais qui ça intéresse? En tout cas sur ma chaîne, sur la chaîne, je sais pas, au pire dites-moi si vous êtes client et friand de films français, mais en tout cas pour l'instant on m'en a pas parlé, et j'avoue que c'est pas sur ça que je me concentre le plus, même si cette année il y a eu 2-3... Si j'ai parlé de Largo Winch quand même, voilà, donc représente, mais bon j'ai pas parlé du Comte de Monte Cristo, j'ai pas parlé de L'amour ouf, j'ai pas parlé du petit truc en plus aussi qui a fait un gros succès, machin. On va dire que c'est pas l'ambiance, mais voilà, je les ai au moins mentionnés, donc on y est, donc on est bon. Du coup, voilà, j'espère que ça a été pas trop catastrophique. J'avais vraiment pas envie de m'embêter à faire un top, parce que clairement, j'aurais, à part mettre Le Robot Sauvage en tout premier, déjà j'aurais pas pu parler de autant de films en faisant juste un top, ou alors j'aurais fait un top 60 et la vidéo aurait duré 1h30, déjà qu'elle a l'air un peu longue, mais voilà, j'avais plutôt envie de faire une petite rétrospective, de dire un peu les ressentis que j'ai eu, les façons dont ces films m'ont marqué, parce qu'en gros voilà, c'est un peu le ressenti qui m'ont laissé en ce début d'année 2025. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu tranquille pour lancer l'année 2025 et clôturer cette année 2024 vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en intro, à me donner le nom au moins un de vos films préférés de cette année. Ça vous permettra de participer notamment au concours en partenariat avec le cinéma VO de Muret, qui est donc le partenaire grâce à qui depuis cette année j'ai pu vraiment aller voir beaucoup plus de films que l'année précédente. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de reviews, de critiques. Du coup, une année 2025 qui, j'en suis sûr, sera vraiment cool. Pensez donc encore une fois à vous abonner, parce que certes je trouve que l'évolution à mon niveau, à mon échelle, je trouve ça assez hallucinant, l'évolution qu'il y a eu entre dans l'année là, parce que je crois qu'au début, il y a pile un an, on devait être à... Allez, peut-être 700-800 grand max, je me souviens plus du tout où on en était. C'était vraiment voilà, une chaîne anecdotique presque, et là en un an, le nombre d'abonnés a vraiment augmenté. Je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment fidèles, qui sont présents sur pas mal de vidéos, avec qui on peut discuter un peu des ressentis de tout ça. J'avoue que oui, ce sera peut-être ma résolution pour l'année 2025, j'aimerais être peut-être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai raté le coche, je suis pas vraiment de la génération réseaux sociaux, enfin disons que je me suis un peu éloigné de tout ça à une époque, et c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui d'y revenir, donc n'hésitez pas à me follow sur les réseaux, je vais vous mettre ça par ici, là, ici, et peut-être que justement, n'hésitez pas à poser des questions, on peut discuter, même sur X ou quoi, taguez-moi sur des trucs, franchement, peut-être que ça me remettra le pied à l'étrier pour se remettre un peu au réseau. C'est vrai que on voit tellement de tout et de n'importe quoi que des fois c'est assez décourageant, donc voilà, n'hésitez pas. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, que l'année 2025 commence sur les chapeaux de roue pour vous, ou peut-être pas, justement, des fois qui ménage sa monture va plus loin. En tout cas, meilleurs vœux pour l'année 2025, on se retrouve très très vite, et du coup, au revoir, bye.